Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui nous donnent envie d'y croire. C'est Clémentine Portier, Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, si on vous croit, vous nous dites que Colette, qui avait commencé, comme on le sait, on l'a raconté ici, elle a tout essayé, voilà, danseuse, voilà. Et elle était devenue une sacrée cougar. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est du genre Catherine II avec son platoff, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que c'était 28 ans de différence, c'est de ça? Non, il avait 28 ans, ils avaient 40 ans de différence. Donc là, bon, c'était encore une pire cougar. Alors en tout cas, à l'été 1920, Colette a 47 ans. Et signe prémonitoire, elle vient juste de publier un livre intitulé Chérie, qui raconte une histoire d'amour entre une femme mûre et un jeune homme. Et c'est là qu'elle fait connaissance de son beau-fils, Bertrand Jouvenel. Il a 16 ans et demi, bientôt 17 ans. Et elle lui offre un exemplaire dédicacé de son dernier roman, Chérie, à mon fils chéri, Bertrand Jouvenel. En face. Vous Ah voyez, là. ça c'est votre inconscient. Mais tout à fait, c'est mon inconscient qui parle. C'est parce que vous me faites comme Monsieur Jourdain. Je fais que des histoires de sexe à l'insu de mon plein gré. Donc je fais des démos. Vous nous le demandez, regardez parce que nous, ça. on aimerait vous parler du jansénisme, de choses extrêmement rigoureuses. Bien sûr, je voudrais vous parler de la réforme luthérienne. Et c'est vous qui insistez pour parler fesses. Voilà. En tout cas, elle lui dédicace à mon fils chéri, et en fait de fils chéri, vous l'avez compris, ce beau-fils va devenir son amant. Leur liaison débute en juillet 1921. Alors il est vrai qu'avec son mari, les relations sont compliquées, parce qu'il a une maîtresse, et la maîtresse vit quasiment avec eux. On est chez Colette, tout ça, c'est très... Ils n'ont pas le lien de sang. Rappelons-le. Non, ils n'ont aucun lien de sang. Ah oui, ça évidemment, voilà, c'est essentiel. Et puis, attendez, c'est qu'il a beau être tout jeune, il n'aime qu'elle. Il va tomber fou amoureux de cette femme. Il en écrit, elle m'intimidait terriblement, ne ressemblant à personne que j'eusse rencontré. Il est vraiment fasciné. Et il estime que son visage allie la majesté du front, les triangles parfaits, des narines, des yeux beaux et allongés, des lèvres très finement dessinées, spirituelles. Voilà. En gros, l'air naturel de Colette était extraordinairement imposant. Écoutez, moi je pense surtout qu'il était fortement impressionné par l'écrivain, parce que c'est une femme très connue à l'époque, parce qu'attendez, elle a 48 ans à ce moment-là qu'on commence leur liaison, donc elle pèse 105 kilos. C'est quand même un sacré... 105 kilos c'est un sacré morceau pour un jeune teenager de 17 ans. Alors du coup, elle écrit, elle écrit... Ah oui, donc c'est une matrone, c'est vraiment une femme imposante. C'est moi, regardez-moi, c'est encore un peu plus gros que moi, mais c'est ça, c'est une grosse dame. Vous faites pas 105 mais moi je m'en fous. Et votre beau-fils, comment va-t-il? Non, écoutez, arrêtez. Non, ça suffit. Donc elle écrit, je ne songe jamais à la différence d'âge, voyons, tu penses. Et alors elle l'emmène partout, pêcher la crevette, chasser les antiquités à Saint-Malo. Pêcher la crevette, c'est vous envoyer un message subliminal, allez-y, faites preuve d'imagination. Elle lui fait découvrir Balzac, et cette liaison va lui inspirer son roman suivant, Le blé en herbe, qui raconte l'éducation sentimentale et sexuelle de deux adolescents parisiens. Et comme à 19 ans, il devient étudiant, il a besoin d'un petit logement à Paris, bien sûr. Alors elle va voir sa copine Hélène Picard, et Colette, elle lui demande de lui louer un studio rue d'Alray. Donc dans le bouquin Le blé en herbe, la dame qui dépucelle le jeune héros, elle s'appelle Madame d'Alray, bien sûr, c'est la dame blanche. Alors toutes les semaines, elle va retrouver son petit amoureux là dans son studio de la rue d'Alray. Avec elle, écrit la psychanalyste Marie-Noëlle Lanneval dans un article qu'elle a consacré à Colette Cougar. Il découvrit l'Algérie en avril 1922. Le désert, le thé à la menthe, les ruines romaines de Tipaza et les danseuses nues. Un aspect exotique de l'existence qu'il ne connaissait pas, boulevard Saint-Germain chez ma mère. Moi, je vous le demande, messieurs, est-ce que vous avez vu des danseuses nues dans le salon de vos mamans? Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'on avait envie de voir Colette danser nue? Ah non, c'est pas la Colette qui danse, Stéphane. C'est pas Colette à 105 kilos qui dansait nue, je vous rassure tout de suite. Encore que, à mon avis, elle était tout à fait capable de faire ça. Alors, ses parents, vous imaginez, ils découvrent l'histoire du blé en herbe. C'est publié en feuilleton dans le journal Le Matin. Donc, ils reconnaissent leur fils. Bien sûr, ils sont absolument furieux. Alors, ils l'envoient au sport d'hiver. Ça, c'est l'ultima ratio regis des parents qui trouvent que leur fils n'a pas... Des parents qui ont les moyens.
qui ont les moyens et que leur fils n'a pas la bonne fiancée. Et le papa veut l'envoyer en Tchécoslovaquie chez un ami, mais Bertrand veut pas. Il dit non, Colette veut pas. Alors là, c'est la goutte d'eau. Henri quitte Colette, il quitte l'hôtel particulier. Enfin, la relation entre les deux continue pendant ce temps-là. Sauf que le petit Bertrand, il a mûri, il a pris de l'assurance. Et puis, il ne suit plus Colette aussi caninement qu'il le faisait en août de 1921. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait écrit ça à une copine. En gros, elle décrivait Bertrand comme un petit chien qui la suivait partout. Il me suit fort caninement. C'est quand même pas très flatteur. Hein. Alors, les parents vont y aller. Allez, on présente une première Mademoiselle de Riclès. Mais Colette, quand il doit partir au dîner de fiançailles, elle lui lance un billet doux par la fenêtre en disant « Je t'aime ». Alors, il remonte. Le billet de fiançailles est annulé. Le dîner, c'est quand même tout ça, c'est très, très romanesque. Mais les parents, évidemment, ils sont là, fous furieux à présenter toutes les jeunes filles qu'on peut. Et finalement, au printemps 1925, ils fiancent leur fils avec Marcel Pratt, une très jolie, intelligente jeune femme attirée par les arts. On envoie Bertrand dans le Midi pour des raisons de santé, enfin tu parles. Et comme par hasard, la jolie Marcel Pratt se trouve dans un hôtel voisin du sien. Bon, alors, Colette va retrouver Bertrand, ils discutent toute la nuit et ils conviennent d'une séparation. Voilà. Donc ils se séparent et elle retrouve son futur mari qui a 16 ans de moins qu'elle et qui s'appelle Maurice Goudeguette et la vie est belle. Hein, mais c'est comme ça que ça se finit. Ah ouais. Belle histoire. oui, mais écoutez, Bertrand de Jouvenel dira, elle m'a tout apporté, cette femme.